I'm back, motherfucker! I'm back! Lui là, c'était David Goggins, et un jour, il s'est dit que courir 160 km sans aucune préparation, c'était une idée réaliste, probablement inconsciente, mais réaliste. It's the worst pain I can't even describe the pain of that last 30 miles to anybody. No one, it's very hard. Du coup, je me suis dit que courir un semi-marathon alors que j'ai jamais couru plus de 10 km, bah ça semblait aussi être une bonne idée. Ah, je suis vraiment un gros fils de pute, putain. Je crois que j'ai dessus, j'ai mal à ma cheville droite. Alors, voici ce qu'il s'est passé. Bon, là, il est 5h30 et la première chose que Goggins se prend au petit déjeuner, c'est un semi-marathon. Comme ça, genre, paf, d'un coup, 5h30, direct, dans le gosier, là, comme ça. Bon, David Goggins, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce mec, un ancien Navy Seals, le seul homme à avoir complété 3 semaines de l'enfer, réputé pour être l'un des entraînements militaires les plus difficiles au monde. On dit même qu'une seule semaine suffit à perdre 5 ans d'espérance de vie. Il se trouve que c'est aussi le seul homme des forces américaines à avoir réussi le test des 3 branches des forces spéciales, l'US Air Force, l'Army Ranger School et la formation des Navy Seals. En plus de ça, il a concouru dans plus de 60 compétitions d'ultramarathon et de triathlon, comme la Badwater 135, course qu'il a d'ailleurs terminée en 2006 avec des pieds cassés, et la Moab 240, où il est notamment arrivé 2ème en 2020. On parle quand même là d'une course de plus de 380 km parcourue sur plus de 2 jours non-stop. Il a aussi terminé la Earth 100, l'une des courses trail les plus difficiles au monde, tellement difficile qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'a terminé. Et enfin, il a battu le record du monde de traction effectué en moins de 24 heures en 2013. Il en a effectué 4030. Perso, mon max, c'est 15 quoi. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il avait une malformation cardiaque, ce qui limitait son cœur à 60% de ses capacités. Si ça avait été découvert plus tôt, il aurait même pas pu devenir Navy Seals et encore moins participer à tous ces ultramarathons. Donc bon, grosso modo, le mec, c'est quelqu'un. Mais ça, c'est pour la version courte. En vérité, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, ça c'est la version courte. Alors pour comprendre comment un exterminateur de cafards obèse de 136 kg a pu intégrer l'unité des forces spéciales américaines en moins de 3 mois, terminer un ultramarathon de 160 km sans aucune préparation et avec 2 pieds cassés, va falloir revenir un peu en arrière. Bon, en attendant d'en apprendre un peu plus sur lui, on est parti pour les 21 km. Il est actuellement 5h28. We lived on Paradise Road, and it was anything but fucking paradise. Le petit Goggins naît dans une atmosphère familiale très compliquée. Le responsable, c'est son père, Trounis Goggins. Ce mec, c'est une vraie pourriture. From the time I was able to walk, I was working that skating rink, and I worked it from like 9 o'clock at night until like 12 o'clock in the morning, pretty much. Bah ouais, Trounis, c'est un vrai businessman. Il possède pas mal de bars patinoires en ville où il y fait notamment venir des prostituées du Canada. Le problème, c'est que la journée, le petit Goggins, il arrive pas à rester éveillé. Bizarrement, il dort pas suffisamment. Bizarre. Du coup, il suit pas correctement les cours et il développe de grosses difficultés à lire et à écrire. So we had 2 different sides. It was the side that everybody saw, which was the side of, this man, your dad is so damn cool, man. He's awesome. But no one knew what was going on in that house on 201 Paradise Road. The second that door was shut in that house, it was game on. The real him would come out and beat the shit out of me, beat the shit out, out of my mom. Très souvent sous l'influence de l'alcool, Trounis l'abattra à de nombreuses reprises sous les yeux impuissants de David et de Trounis Jr. Un jour, elle le surprendra en pleine action avec une de ses filles de joie. D'ailleurs, ce jour-là, elle finira KO et tirée par les cheveux dans les escaliers. Trounis Jr. s'enfuira dans sa chambre, mais David, lui, restera spectateur de cette scène d'horreur. Il tentera tant bien que mal d'aider sa mère en appelant la police par exemple, mais malheureusement, cette dernière ne prendra pas au sérieux l'appel à l'aide. Il finira également battu à coups de ceinture, une fois de plus. I was black and blue from my neck down to my ankles. I'll never forget looking at her face. And her face is tattooed in my brain. The look on your mom's face when you see your shit that fucked up, it haunts you. And maybe 2 days later, my mom's in the living room while my dad's in the kitchen talking to one of his girls. My mom comes into the kitchen. And she said, "You guys can come or you guys can stay, but I'm getting the fuck out of here." Malheureusement, c'est que le début des problèmes pour David. Là, on est quelques mois plus tard, mais c'est toujours la merde pour Goggins. Certes, son père n'est plus là, mais son impact se fait toujours ressentir. Bah ouais, David, il a passé une très grosse partie de ses nuits à travailler pour son père. Du coup, comme je l'ai dit, il a développé de très grosses lacunes scolaires. Il va donc devoir repasser son CE1. Et en vrai, il en a cruellement besoin. Il sait à peine lire et écrire. Bref, les cours se passent de mieux en mieux pour Goggins, si bien qu'il réussira à rattraper une très grosse partie de son retard et pourra passer en CE2. En revanche, son frère, lui, aura plus de mal, qui finira par retourner à Paradise Road chez son père. Mais le CE2 ne se passera pas aussi bien que le CE1. Et ça, c'est à cause
de Mademoiselle D. Elle, c'est l'antagoniste. Elle verra les lacunes de David et comme elle ne veut pas d'enfants en difficulté dans sa classe, elle fera tout son possible pour l'envoyer dans une autre école. Le problème, c'est que ça sous-entend rajouter des frais financiers et ils vivent déjà bien dans la galère. Niveau finance, c'est pas trop ça. Yes, my mom, big time carer, but she was busy. she was gone working 3 jobs. We lived in a $7 a month place for a lot of the time. Comme David ne veut pas rajouter de frais financiers à sa mère, il trouvera une solution. Pour régler ça, David se mettra à tricher à tous les tests d'évaluation. En croyant régler un problème, il en créera en réalité un nouveau, bien plus grand. I cheated all through school, and it's kind of humbling to talk about my stories sometimes, and it's also embarrassing, but it's real. It's who the fuck I am. It's what I am. It's what created me. And copy from the 4th grade to my junior year in high school on every assignment. Tricher, ça lui confirmera juste qu'il n'est pas capable d'apprendre, ce qui baissera considérablement son estime de lui-même jusqu'au point de rupture des années plus tard. Mais attendez, il y a quand même eu un peu de bonheur dans tout ce merdier. Sa mère rencontrera un homme nommé Wilmot, et lui, il a rien à voir avec Trounis, c'est le GOAT. Il deviendra la vraie figure paternelle de David, et Jackie en sera complètement comblé. Mais alors qu'ils prévoyaient d'emménager ensemble à Indianapolis avec Wilmot, celui-ci est assassiné le 26 décembre 1989 de 5 balles dans la poitrine et d'une balle en pleine tête. Une nouvelle qui détruira sa mère, qui avait commencé à retrouver goût à la vie. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on autorisera le jeune Goggins à accéder à la scène de crime, à seulement 14 ans. Jackie et David finiront quand même par partir s'installer à Indianapolis, histoire de changer un peu d'environnement suite à cette tragédie. Après quelques mois, ils finiront quand même par revenir à Brazil. Et la situation était déjà de plus en plus merdique, mais là, ça va clairement pas aller en s'arrangeant. Cette fois-ci, Brazil est très différent de ses souvenirs d'enfance. Il prendra conscience de quelque chose qu'il ne voyait pas étant petit, mais auquel il se retrouvera brutalement confronté. Pourquoi ? Vous avez déjà sûrement entendu parler du Ku Klux Klan. Je sais même pas si j'ai le droit de dire le nom de cette organisation terroriste suprémaciste blanche qualifiée entre autres de raciste, antisémite et j'en passe. Pour info, c'est pas très loin de Brésil qu'elle s'est formée il y a de ça plus de 100 ans. Ce qui explique qu'à Brésil, on ne retrouve qu'une poignée de familles noires. En gros, si c'était pas assez clair pour toi, il est victime de racisme. There was about maybe 10 black families at about 10,000 people in the town. And in 1995, the KKK marched in the 4th of July parade. So this was not everybody was racist. There was a lot of good people. Some of the best people I knew was there, but there was also a lot of racism there. So me being one of the few black kids in that, in that area, it kind of haunts you. I had stuff on my notebook, nigga, we're gonna kill you, on my Spanish notebook. They had that on my car, nigga, we're gonna kill you. This is early 90s. Et donc, pour être un minimum apprécié, il continuera à tricher et il jouera la racaille, histoire de lui donner un petit peu un air cool. T'as vu, tu vois ce que je veux dire? I started lying about everything. I wanted people to like me. I wanted to be accepted in some society of life. I was making different hairstyles and sagging my pants, and I was off. I was off, man. I was a clown. I was a clown, and I was like, this is not where you're supposed to be in life, man. Mais à la réception d'un bulletin de notes, il finira par affronter la réalité en face d'un miroir, le miroir des responsabilités. Il sait qu'il n'est rien, mais il sait aussi qu'il ne fait rien pour réaliser son rêve. Rentrer dans l'US Air Force en tant que Pararescue Jumper, comme Scott Guerin. Alors je sais pas si tu connais l'histoire du mec, mais en gros c'est un mec qui a sauté en parachute à plus de 4800 mètres, sans parachute, et qui s'en est sorti quasiment indemne. Pendant la terminale, il développera une routine liant les études, le sport et la préparation au test ASVAB. En gros, le test ASVAB, c'est un test scolaire qui permet d'évaluer les compétences en maths et en sciences notamment pour les futurs militaires. Pour sa routine, il se lèvera à l'aube, ira à la salle, fera des tours de terrain de golf en courant, se donnera des tâches comme à l'armée, du style se raser la tête ou faire son lit, se poussera de nombreuses fois dans l'inconfort et recopiera encore et encore des livres entiers. Tout ça pour rattraper son retard scolaire. On le rappelle, il triche depuis le CE2, donc ça veut dire que depuis le CE2, il n'a rien appris, il a juste triché, c'est tout. Finalement, il échouera 2 fois le test ASVAB, avant de le réussir la 3e fois. À 19 ans, le jeune Goggins est parvenu à bâtir quelque chose. Maintenant, il faut savoir qu'une composante majeure de la formation pour devenir Pararescue Jumper, c'est les épreuves aquatiques. I was afraid of the water, terrified of the water, and I learned how to swim. But what gets everybody in this training, in all special ops training, is the water confidence, where they try to pretty much drown your ass. 6 weeks into the program, the doctor gave me a blood test, and was I have sickle cell trait, not the anemia, but it still killed people. But so they put me out training for a week, and when you go from being very uncomfortable in that water situation, and then now you're comfortable, and I'm sitting back watching the guys drown, 'cause I'm not part of the activities anymore for this week.
I didn't want to get back in that damn water again. À ce stade, Goggins pense déjà sérieusement à abandonner. Alors quand les médecins lui proposent une seconde chance, il hésite beaucoup. Il hésite tellement que son instructeur finit par le remarquer et le renvoie chez lui pour raison médicale. La vérité, c'est que sa peur de l'eau a été plus forte que son rêve. Cet échec le rappellera de toutes ses forces à la réalité. Il n'est rien, il n'accomplira jamais rien. Petit à petit, il recommencera à sombrer dans les ténèbres. Au fait, il y a 88,2% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. C'est probablement le pire ratio du YouTube Game. Je suis abattu. Alors, si ça vous plaît, bah abonnez-vous. Ça m'aide vraiment de fou. Allez, la bise l'équipe. Bon, petit saut temporel de quelques années. Goggins a maintenant 24 ans. Il travaille chez Ecolab en tant qu'exterminateur de cafards et il a totalement délaissé l'armée derrière lui. From the age of 19 to the age of 22, I went and did a job called TACP, where you control fast movers behind enemy lines. Cool job, but there's no water. I was afraid of the water, so I avoided it. And I gained 125 pounds in that time frame. I went from 175 to almost 300, to 297 was my heaviest. La raison, elle est toute simple. Après son abandon 5 ans plus tôt, il a développé une petite addiction aux petites boîtes de donuts et aux milkshakes. I would spray down Steak and Shake as my last spray down. I knew the manager real well, and he would make this special shake for me, man, with a chocolate, a little bit of vanilla, a little bit of straw. You know, when you're depressed, you like to eat and drink shakes and whatever. At a 45-minute commute home in my car, and I stopped by 7-Eleven, get a box of mini chocolate donuts, and I would eat those and drink the shake and go home. But I was haunted. These demons were in my head every day, man. You ain't shit, man. God, dog, man. You wear this fucking uniform, you get in your fucking Ecolab truck, you go spray for cockroaches, you fucking go in the kitchens, you eat their fucking brownies and shit. In the back kitchen, you make shakes and shit while you're in there, man. I was like, fuck, man. So at this time, my routine was to come home, turn the TV on, walk back to the shower, listen to the TV while I was taking a shower. Le point de bascule, là où tout va changer, arrivera après un énième jour de travail chez Ecolab. And I saw this Discovery Channel show on TV, and that Discovery Channel show was just guys going through Hell Week. And I saw these guys freezing, a lot of water, and I was like, you know what? It brought back memories of me going through pararescue training. So at 297 pounds, I decided to try to be a Navy SEAL. Very few ever get to where you are today. You only graduate from BUD/S training once. It marks the completion of the toughest military training in the world. In a society where mediocrity is too often the standard and too often rewarded, there is intense fascination with men who detest mediocrity, who refuse to define themselves in conventional terms, and who seek to transcend traditionally recognized human capabilities. This is exactly the type of person BUD/S is meant to find. Ça a l'air dur, vraiment très dur. Mais il comprend que c'est ce qu'il lui faut. Une chose est sûre, sa vie ne peut se résumer qu'à des échecs. Il commence à contacter plusieurs centres de recrutement dans toute la région, mais personne ne le prend au sérieux. Bah ouais, il pèse plus de 130 kilos et on parle là du camp militaire le plus difficile au monde. Après des dizaines d'appels, il finira par tomber sur Steven Slalijo. Ce dernier sentira la motivation ardente de Goggins. Il lui annonce alors qu'il y a une place disponible dans un camp dans 3 mois. Le problème, c'est que comme on l'a dit, il est un petit peu en surpoids. Pour sa taille, donc 6 foot 1, je sais pas, ça fait doit peser 86 kilos, soit quand même 48 kilos de moins qu'il doit perdre en 3 mois. Après avoir quitté son travail, David rentre chez lui déterminé à courir 6 km. Le problème, c'est qu'il en courira que 400. Et il est complètement mort. Il est HS. Désemparé, il rentre chez lui avec une boîte de donuts et un milkshake. Et il fond en larmes. Il se met alors son film préféré, Rocky, et il avance jusqu'au round 14. Cette scène en particulier l'a marqué à vie. C'est probablement celle qui est responsable de l'homme qu'il est aujourd'hui. C'est parti pour le putain de comeback. Un peu trop. Il va suivre une routine, mais pas n'importe quelle routine. C'est une routine. Réveil à 4h30, une banane au petit-déj, 2 heures de vélo en révisant son test ASVAB, bah ouais, il doit le repasser pour être Navy Seals, 2 heures de natation, 2 heures de musculation, encore du vélo pendant 2 heures, un vrai repas en guise de dîner, puis encore du vélo pour 2 heures avant d'enfin aller se coucher. Petit à petit, il incorpore la course dans sa routine. Il passe de 2, puis 3 à 6 et enfin 10 km. Il effectue des centaines de répétitions à la salle, perd 11 kg les 2 premières semaines et commence à faire des tractions. Il s'est même entraîné à marcher au fond de l'eau avec une ceinture de 7 kg, effectuant des longueurs de 50 mètres avec des briques dans les mains en apnée. Tout ça pour combattre sa peur de l'eau. Aucun jour de repos, aucun répit, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, il est là,
Après 3 mois de transformation poussée à l'extrême, il pèse 86 kg, a réussi son test SVAB. Bref, il est prêt à affronter la semaine de l'enfer. Et en fait, il en fera même pas qu'une, il en fera 3. Ouais. La Hell Week, ou semaine de l'enfer en français, c'est 5 jours en enfer. 4 heures de sommeil au total sur toute la semaine, plus de 100 heures d'efforts physiques intenses, mais surtout, c'est un défi mental extrême. Le taux d'abandon y est d'environ 75% et la nourriture est très limitée. Tout ça, ça stresse énormément le corps sur le plan physique. D'où le fait qu'on dise qu'une seule semaine de l'enfer puisse suffire à faire perdre 5 ans d'espérance de vie. Malheureusement, chaque Hell Week peut voir un ou plusieurs de ses participants rendre l'âme. Mais alors, c'est quoi l'objectif de ces épreuves? Te briser mentalement. On cherche à te pousser le plus loin possible dans tes retranchements. En fait, la Hell Week doit débloquer quelque chose dans le mental des participants, ceux qui seront prêts à se retrouver plus bactères, à souffrir encore et encore, mais à toujours en demander encore plus. Et ça, sans jamais abandonner. Pour les simples mortels que nous sommes, la semaine de l'enfer, c'est juste l'enfer. Mais pour David, c'est la douleur qui lui permettra de se montrer à lui-même qu'il est capable de bien plus qu'il ne le croit. Pendant ces épreuves, les recrues doivent affronter le supplice des vagues. Ils s'allongent sur la plage et doivent attendre de se faire submerger par l'eau glaciale, puis enchaîner avec des sprints pour ne pas frôler l'hypothermie. Une des épreuves les plus connues consiste à porter des bateaux ainsi que des troncs d'arbres en équipe, d'où le fameux Come on, we want to see it. Good, 22. Who's gonna carry the boats and the logs? That's you, buddy. Come on, 23. Come on, 24. One more, David. Who's One more. gonna carry the boats? Le truc avec la Hell Week, c'est que c'est tellement dur mentalement et physiquement que c'est impossible de se projeter dans le temps. Dès les premières minutes, ton corps te supplie, te hurle et tente de te persuader qu'il faut absolument que tu te barres d'ici. Tu dois donc sur toute la semaine mener une bataille constante contre toi-même, chaque seconde. Tout ça pour ne pas abandonner. Pour ça, Goggins trouvera le moyen d'enlever des âmes, ou taking souls en anglais. En gros, ça consiste à être tellement bon que t'impressionnes tout le monde. Peu importe les obstacles ou les critiques qu'on te lance, tu te relèveras toujours. Le meilleur exemple pour ça, c'est justement le 14e round de Rocky. Apollo croit en avoir fini avec Rocky, mais il se relève encore et encore. Rocky a pris l'âme d'Apollo. Comment Rocky peut-il se relever alors que tout le monde, même son propre coach, lui dit de rester au sol? Peu importe ce que tu lui feras subir, il se relèvera toujours. Ok, pause. Bon, j'ai tenté de résumer au plus simple, mais il y a encore beaucoup de choses à dire sur la semaine de l'enfer. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille de lire ces 2 livres, Can't Hurt Me et Never Finished, l'un des 2 étant un best-seller. J'ai lu le premier et il est incroyable, j'ai déjà commandé le 2e. Énorme. Alors, si vous êtes chaud, il y a des liens affiliés juste en dessous de la vidéo. Ça me permettra de toucher une petite commission, c'est pas grand chose, mais ça m'aide beaucoup. Surtout qu'il faudrait penser à améliorer un peu le setup pour continuer à vous pondre des vidéos, parce que celui-ci, il commence à être un peu limité. Alors, merci d'avance. Goggins utilisera de nombreuses fois ce processus sur ses instructeurs pour leur montrer qu'ils ne peuvent pas le briser. Cela lui permettra, même au plus bas, d'avoir un second souffle. I was never breaking the soul of anything in front of me. So that's why I came up with the thing called Taking Souls in my book. I started to devise ways to break a soul. Nothing wants to stand in front of anything that is relentless. You have the instructors who they've been there, done that. Now they're instructing you. So they do their 8-hour shift. They have their parkas on. It's usually cold, coffee, drinking their coffee, and they're beating the crap out of us. And when I started realizing, I started playing mind games. And I was like, you know what? I bet these fuckers are looking at us, judging themselves about when they were going through Hell Week. About, let me see, I'm looking at Goggins right now. I was better than him. I was better than that guy. I was better than that fucker over there. So I was getting my Boku all jacked up. I said, we're gonna take these motherfuckers' souls. So when they had us doing this simple thing that guys are struggling with, Boku 2 was just launching the fucking boat and you're yelling, yeah, you can't fucking hurt us. You can't hurt Boku 2. And I looked on the instructors' faces and it looked like someone had just fucked with their soul. And I looked at my guys in my Boku and I said, hey, guess what? Those motherfuckers aren't fucking tonight. We own space in their fucking head. Bon, ok, mais du coup, comme j'ai dit au début, David, lui, il a complété 3 Hell Weeks. Non pas parce qu'il a abandonné, mais parce que son corps est tombé en lambeaux. Et ça, 2 fois. La première fois, il est disqualifié pour une double pneumonie et de nombreuses fractures de stress. La deuxième fois, il arrive presque à la fin, mais se brise la rotule. Son genou fait la taille d'un putain de melon. La troisième fois, c'est sa dernière chance de devenir Navy Seals. Il se cassera les 2 tibias, ces derniers étant déjà bien fragilisés à cause de sa dernière semaine de l'enfer. Mais il tient absolument à terminer. Alors pour ça, il va se bander les tibias avec du scotch pour terminer la semaine de l'enfer. D'ailleurs, cette 3e semaine sera achevée avec 2 jours d'avance pour cause de décès d'un des participants et ami de Goggins. Hop, petite info bonus. Après l'Hell Weeks, les victorieux de cette semaine enchaînent avec le Stage Buds. Au total, c'est environ 5 mois à un rythme de fou, avec des épreuves aquatiques et terrestres notamment. Mais notre gars, il a encore les tibias fracturés et hors de question d'abandonner. C'est sa dernière chance. Du coup, pour poursuivre la formation, il va encore se bander les 2 tibias avec du scotch pour les maintenir en place. Et ça, tous les jours. Ça sera un enfer pendant les 45 premières minutes, mais ensuite ses jambes s'engourdissent, alors il ne sent plus rien. So I literally went through
all of BUD/S, my last SEAL training, with stress fractures and shin splints. And how I did it was I would tape my ankles all the way up to my calf every morning. So for the first hour, the pain was excruciating. But what would happen is my feet would go numb. And I did that every single day for 6 months. Wow! C'est un malade, hein, mais ça va marcher. Il sera finalement décoré du Trident des Navy le 10 août 2001 en tant que 36e afro-américain de l'histoire à devenir Navy SEAL. Et ça, en plus de 100 ans. C'est exceptionnel. Mais le prochain chapitre est de loin mon préféré. C'est celui même qui a dicté l'idée de cette vidéo. Le 28 juin 2005, des soldats participèrent à l'opération Red Wings en Afghanistan. Malheureusement, la plupart des soldats et des SEALs qui y participèrent vont y périr. David, qui connaissait la plupart des SEALs qui ont participé à cette opération, tentera de lever des fonds pour aider leur famille. Pour ça, il lèvera des fonds pour l'association Special Operation Warrior Foundation. Mais Goggins, il veut pas juste faire un stand de crêpes ou vendre de la limonade. Non, lui, il veut vraiment marquer les esprits. Pour ça, il google les courses les plus difficiles au monde et il tombe sur la Badwater 135. Whatever you do, runners, right now, just don't think about the 135 miles of scorching highway in front of you. Just don't even think about it. Just focus on the present. Don't think about climbing Town Pass or Father Crowley or Mount Whitney. Don't think about 135-degree temperatures as you pass the sand dunes. Une course de 135 miles qui se déroule dans la vallée de la mort en plein mois de juillet. Le problème, c'est que l'organisateur, même s'il sait qui est Goggins, ne veut pas l'inscrire à sa course. Bah ouais, David, il a certes gagné en popularité avec ses 3 semaines de l'enfer, mais il n'empêche que c'est pas un coureur. So when I called the race director up, Chris Kosman, I'm like, hey, I would like to do this race to raise money for a foundation. He goes, have you ever run 100 miles? And I was like in a week, or like what are you talking about? He goes, no, like in 24 hours, because that's what you got to do to qualify. And I was like, is that even possible? Mais il voit que David est déter. Alors, il lui indique qu'une course a lieu ce samedi, la San Diego One Day. Saturday is a 24-hour race where you run around a 1-mile track for 24 hours. And if you can get 100 miles, I'll consider you in my race. Avec cette course, il a 24 heures pour parcourir 100 miles. Au moment de cet appel, on est déjà mercredi. Du coup, le samedi, il se rend sur la ligne de départ. Petite supplémentation qui fait que ce qui va se passer là, c'est légendaire. Déjà pour lui, les ultramarathons, c'est des courses découpées sur plusieurs jours. En gros, on ne parcourt pas toute la course en une fois. Il n'arrive pas à concevoir que ce soit possible de courir autant sans s'arrêter. I thought it was a fucking stage race. I didn't know people can run 135 miles at one time. I had no idea it was even possible. What do you mean a stage race? Where you run like 20 miles, camp out, and then run 20 more till you get 135 miles. En plus, ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas couru. On rajoute à ça le fait qu'il n'ait aucune préparation. Enfin si, son seul cardio, c'est 20 minutes a week on the elliptical trainer every Sunday. Ouais, à ce moment-là, Goggins, il est plus muscu, bulk que cardio. La veille, il se tape même une giga séance jambes avec un de ses anciens instructeurs de la semaine de l'enfer. Silverback Gorilla is what I call him in the book. That's not his real name, obviously. But yeah, he saw me go into my car the night before my first 100-mile race, and it's like he called me out. Said, "Hey, Goggins, come here." So we're doing squats, deadlifts, power cleans, heavy bench presses, and I'm thinking, I have to run 100 miles tomorrow. But I also knew he was coming out there to watch me. So I was like, you know what? You put me through 3 hell weeks. You were my instructor. So now it's my turn to educate you on what a human can do. Because I know you could be sitting there thinking while you're watching me with your wife and your kid, and you just worked out with me the night before. We went real heavy, did the heaviest shit, and we're sore. You're going to sit there while you watch me run around this 1-mile track. How the fuck is he doing that shit right now? We lifted heavy as hell, and he's running 100 miles and never has run past 20 miles in his life. I use that for a lot of fuel. So that gym workout, Mr. Silverback Gorilla, there was a lot for my mentality. Mais c'est pas tout, il va faire des provisions pour cette course, des Cracker Ritz et du Myoplex. Pour un effort de 24 heures. Génie ou abruti? Au départ de la course, David se débrouille plutôt bien. Trop bien même. Et ça inquiète John Metz, le directeur sportif de la course. David a une allure très élevée pour son premier ultramarathon. Il va beaucoup trop vite pour l'effort qu'il attend. Ah, et d'ailleurs, j'oubliais, le max qu'il ait couru, c'est un marathon il y a quelques années avec un pote Sils. Donc arrivé au 42e kilomètre, c'est la découverte totale. Il lui reste encore 20 heures de course et l'équivalent de 3 marathons à parcourir. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à se dire qu'il est peut-être foutu. Peut-être. Tout va commencer à déraper aux alentours du 80e kilomètre. Il crache des glaires brunâtres, souffre déjà de multiples douleurs sur ses pieds, sur ses genoux et aussi sur ses tibias. Il souffre énormément, mais il lui reste encore l'autre moitié de la course à compléter. Du coup, son allure diminue drastiquement. Mais une question commence à résonner de plus en plus dans son esprit.
Pourquoi? Au 112e kilomètre, c'est l'hécatombe. Il s'arrête pour la première fois après 12 heures de course et s'assoit sur une chaise bleue de camping. Ses genoux sont usés à cause des impacts sur le sol, ses tibias souffrent de multiples fractures de stress, ses ongles de pied se détachent, des ampoules éclatent, ses pieds sont cassés, littéralement cassés, sa pression artérielle est complètement foutue et ça, c'est dû à sa nutrition foireuse. Il voit trouble et n'arrive même pas à tenir debout. Ses reins sont en train de lâcher et il pisse carrément du sang. Il n'arrivera même pas à aller aux toilettes et il se chiera dessus. Pas de chance. Malgré son état, il finira quand même par repartir en plaçant difficilement un pied devant l'autre. Le problème, c'est que maintenant, il va pas assez vite, il marche trop lentement. On rappelle qu'il doit parcourir encore 50 km en moins de 12 heures dans un état lamentable. Arrivé à 130 km, il est 2 heures du matin et ça fait déjà 16 heures qu'il court. Kate, sa femme de l'époque, lui annonce qu'à ce rythme-là, il terminera pas la course à temps. À ce moment-là, cette course n'est plus juste un moyen de financer une association, c'est devenu son affaire personnelle. Goggins se mit alors à repenser à ses exploits passés. Il doit finir cette course, mais il doit se prouver qu'il en est capable. Il repense au lycée lorsqu'il a dû travailler 3 fois plus que les autres pour passer son diplôme et le test ASVAB pour les para-rescue jumpers. Il y a aussi quand il a perdu 50 kilos en 3 mois, quand il a participé à 3 semaines de l'enfer en moins d'1 an, quand il a terminé le stage Buds malgré des tibias fracturés, quand il a vaincu sa peur de l'eau de lui-même en s'infligeant toujours plus d'épreuves de fou comme marcher au fond de l'eau en apnée et le tout avec une ceinture lestée. En faisant ça, il se contente pas juste de se rappeler de ce qu'il a fait, il tâche de revivre chaque composante de ce souvenir. La douleur, l'inconfort, la joie, la peur, la tristesse ou encore la colère. La douleur finissa par se dissiper suffisamment pour qu'il puisse regagner un peu en vitesse. Tous ces exploits étaient stockés dans une urne mentale, la cookie jar. Lorsque les temps deviennent durs, nous oublions trop souvent qui nous sommes réellement. Les épreuves les plus dures, les échecs comme les victoires que l'on a traversées et qui ont sculpté la personne que nous sommes aujourd'hui. Ils définissent qui tu es réellement. Grâce à ça, David prend enfin conscience de tout. Il vient de rien, il s'est construit tout seul, épreuve après épreuve. Ce petit garçon battu par son père, harcelé à l'école, qui ne savait même pas lire et écrire, qui a triché et menti toute son enfance pour se faire une place dans une ville raciste, était aujourd'hui devenu un Navy Seals athlétique de 90 kg de muscles ayant participé à 3 semaines de l'enfer, courant aujourd'hui à un ultramarathon de 160 km sans aucune préparation. C'était des preuves qu'il était bien plus fort qu'il ne le croyait. Les 50 derniers kilomètres furent parcourus dans la pire douleur de toute sa vie. Mais après 18h56 minutes de course, David Goggins franchira la ligne d'arrivée après avoir parcouru 162 km. Bon, après ça, il est complètement foutu. Sa pression artérielle est baisée, ses reins ils sont complètement lâchés, ses jambes sont cassées, ses pieds aussi d'ailleurs, littéralement, tout est cassé, il est foutu. Il se pisse du sang et se rechie encore une fois dessus. Gros dégueulasse, hein. Bref. Kate l'aidera alors à monter les escaliers de leur appartement jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Il reprendra connaissance une fois dans la salle de bain, dans la baignoire. Et son état, c'est une catastrophe. Ce qu'il pissa une fois dedans ressemblait à du Coca-Cola. Ses reins ont lâché, son corps il est littéralement en train de mourir, mais il refusera quand même d'être emmené à l'hôpital malgré les douleurs atroces qu'il éprouvait. Il dira même « Just shut up and let me enjoy this pain. I don't want anything to numb it. I don't want anything right now. Because what I had done was I just, in my mind, and people will take this wrong and take it as wrong as you want to, I don't really care. I had just climbed a mental wall that was amazing. And I didn't want anybody to take that pain away from me at that point, because that was all confirmation. Cette douleur qu'il ressentait, c'était la preuve bien réelle qu'il avait accompli quelque chose qu'il croyait fermement impossible. Et le plus fou, c'est qu'un mois après, il se rendra au marathon de Las Vegas, qu'il pensait ne pas courir. Il accompagnait juste sa femme et sa mère en tant que supporter. Le matin même, il avait essayé de courir, mais impossible de faire plus de 500 mètres. Ses jambes sont encore traumatisées. Mais au coup de feu de départ, quelque chose le frappera en pleine tête. On lui a pas tiré dessus, hein, mais juste, ça switch dans sa tête, quoi. Il s'élancera alors pour son premier marathon, sur des jambes encore tétanisées de ce qu'il a accompli il y a encore un mois. Il finira alors par terminer cette course en 3 heures et 8 minutes, le qualifiant pour le marathon de Boston. That gun went off 2005, 14 days after I broke myself off and I qualified for the Boston Marathon. I ran 3:08. That's crazy. And what's funny about it, I know people may hear say this motherfucker, even when I tell you the story, I want to drop so many names. Google it, look it up. I don't give a fuck. Like, it almost seems like I'm making my own story up. It does. It almost seems like it to you? It does. Like when I tell it, if I were to hear somebody, like let's say I listen to your Joe Rogan's podcast. I heard some black dude from fucking Brazil and talking about this happened, 3 hell weeks, Ranger School, ran 100 miles, broke my feet, broke my body. I'm like, this mother, he's the biggest fucking liar on the planet. Ain't nobody doing that shit. See, even when I tell my story,
It almost sounds like some made-up shit. Suite à ces deux exploits qui lui semblaient impossibles sur le coup, il se mit à se demander de quoi suis-je vraiment capable. Chaque épreuve physique ou mentale des Navy Seals de la San Diego One Day ou de ce marathon l'avait poussé dans ses retranchements mentaux à chaque fois. Il pensait que c'était impossible et que c'était sa limite, mais pourtant il a réussi à chaque fois à se dépasser, voire même à se surpasser. Le point commun à tous ces exploits, c'est qu'il était passé systématiquement par le même processus. Et ça, très peu de gens sont capables de s'y livrer de leur plein gré. Mais alors, pourquoi? Qu'est-ce qui a drivé ce mec à se surpasser autant? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour continuer à courir malgré un tel niveau de souffrance? Pour pouvoir comprendre, je me suis mis dans la même position que lui. Je me suis exposé à la douleur en faisant un truc que j'avais jamais fait auparavant. Courir un putain de semi-marathon à 5h du matin. Quelle idée. Ce matin-là, j'ai ouvert les yeux un peu avant mon réveil. Et je me rappelle que la première pensée qui m'a frappé, c'est... Oh sa mère, c'est aujourd'hui. Putain. Mais vas-y, tu sais quoi, je le sens pas, je vais pas la tourner aujourd'hui. Faut dire que j'étais légitime. Ça fait vraiment chier de courir un semi-marathon. Surtout que la dernière fois que j'ai couru, c'était il y a 3 mois. Mais étrangement, c'est exactement ce qui m'a poussé à y aller. Très peu de personnes l'auraient fait. Au bout des premiers kilomètres, je commençais déjà à croire que c'était impossible que je finisse la course. En fait, au 3e kilomètre, j'ai commencé à sentir une douleur dans ma cheville droite. Elle ne m'a pas quitté de la course, et c'est malheureusement pas la seule douleur que j'ai développée. Toutes ces douleurs m'ont de nombreuses fois remise en question, et plusieurs fois, j'ai voulu m'arrêter. J'étais légitime, la douleur devenait vraiment insupportable. Tellement insupportable que mon allure est passée de 5 minutes au kilomètre en début de course à 7 minutes, voire 8 minutes au kilomètre en fin de course. Je pouvais plus courir, j'étais mort. Mais j'ai pas abandonné, et bien qu'aujourd'hui les gens puissent qualifier ça de folie, je suis très fier d'avoir accompli ce que j'ai accompli. Pourquoi? En fait, il s'est avéré que la douleur que je ressentais à la cheville droite, c'était une tendinite du talon d'Achille droit. Et ça, dès le 3e kilomètre. Mais j'ai aussi développé 2 autres tendinites, une à l'arrière du genou gauche et une à l'arrière du genou droit. Encore une fois, cette même question. Pourquoi est-ce que j'ai continué à courir alors que j'avais super mal comme ça? Comment est-ce que j'ai réussi à me motiver à continuer à courir? J'avais de la musique? Non. Cette course, je l'ai courue exactement comme David l'aurait fait, c'est-à-dire sans musique. We like to put the headphones on, Yeah. like before the big game, and listen to the music. Yeah. What the fuck did you do when the headphones come off, bro? It's you in your own mind. Right. I know how to do that. That's the hard part, Do you man. ever listen to music when you run? Never. Never. Told you, Jamie, it's cheap. La seule mélodie que j'entendais, c'était ma voix intérieure me chuchotant d'arrêter à chaque foulée vers l'avant. Bref, pour continuer à courir malgré la douleur, j'ai dû partir en guerre contre moi-même. J'avais cette voix que l'on a tous en nous qui nous empêche très souvent de nous faire mal. En gros, elle nous garde dans notre zone de confort. Continuer à courir malgré mon désir d'arrêter, ça a donné la parole à une voix qui était enfouie au plus profond de moi. Cette voix se nourrissait de chaque pas vers l'avant pour grandir. C'est elle qui m'a permis de continuer. Et c'est à ce moment que j'ai pris conscience de quelque chose. La douleur, c'est un vecteur de croissance. Alors, ça peut sembler un peu flou, mais t'inquiète pas, je vais tout expliquer. La douleur m'a permis de surpasser mes propres limites, de découvrir un peu plus ce dont j'étais réellement capable. Ce que j'ai compris, c'est que tu dois constamment repousser tes limites, parce qu'il y a toujours plus derrière. En réalité, t'es bien plus fort et loin de ta limite ultime que tu ne le crois. Lorsque tu penses à arrêter, tu n'es qu'à 40% de tes capacités. Enfin, d'après Goggins en tout cas. Et j'avoue, même si je pense que 40% c'est probablement un nombre bidon, force est de constater que c'est vrai. Tu peux toujours aller chercher plus loin et plus profond au fond de toi pour continuer. Malheureusement pour moi, pour toi et pour nous, ça passe forcément par la douleur. T'es obligé de souffrir pour briser cette limite mentale. T'auras toujours cette voix qui te dira que c'est pas possible, que tu ne peux pas le faire parce que c'est trop dur et que ça fait mal surtout. Alors tu dois développer une autre voix interne basée sur ce que t'as déjà traversé, que ce soit une victoire ou un échec. Elle doit être capable d'accepter de souffrir. La douleur est nécessaire pour s'améliorer. Et ça, Goggins, il l'a très bien compris. C'est grâce à ça s'il a pu passer d'obèse de 136 kg à un Navy Seals capable de participer à 3 semaines de l'enfer. C'est aussi ça qui lui a permis de terminer un ultramarathon de 160 km sans préparation. Il est parvenu à accomplir des choses dont il ne se pensait pas du tout capable, mais pour ça, il a dû souffrir. Et c'est aussi grâce à ça qu'il s'est forgé lui-même. Il a bâti sa confiance en lui, sa fierté, sa volonté à travers la douleur. Ce mec, c'est littéralement la personnification de la volonté et du dépassement de soi. C'est la preuve que l'on est tous capables de devenir quelqu'un. Et pour ça, il ne suffit que d'une chose, le vouloir. Parce que la vérité, c'est que l'on sait tout ce que l'on doit faire. On sait ce que l'on doit entreprendre pour changer ou pour atteindre un objectif.
objectif. La seule personne qui peut t'y pousser, ben c'est toi-même. Alors, après 2h30 de course, j'ai fini par atteindre les 21 km. Et comme prévu, j'étais complètement foutu. J'avais la tête qui tournait, mes genoux qui me faisaient souffrir, les jambes étaient terriblement lourdes, ma cheville droite me faisait boiter, mais comme un fils de pute. Mais la douleur que je ressentais me confirmait plus que jamais que j'avais dépassé mes limites, que j'avais accompli quelque chose qui, dès les premiers kilomètres, me semblait totalement impossible. La fierté et la joie que j'ai ressentie au moment de la délivrance valent sans aucun doute ces 2h30 de souffrance. Je pense que tu l'as compris, mais pour moi, c'était bien plus qu'un semi-marathon. C'était la preuve de ce que David Goggins a trouvé il y a des années de ça. La douleur te fait progresser, mais c'est totalement impossible de le concevoir tant qu'on ne s'y est pas exposé, tant qu'on n'a pas vécu l'expérience. On peut pas juste théoriser sur ça, on est obligé d'aller l'expérimenter. Et ça, d'après moi, c'est la plus belle chose que tu puisses entreprendre dans une vie. The purpose is always there. The purpose never leaves us. Because the very purpose is you. That is the number one purpose in life, is to better oneself. It's so easy to be great nowadays, my friend, because most people are weak. Most people don't want to go to that extra mile. Most people don't want to find that extra because it sucks. It's miserable. It's lonely. C'est trop stylé, mec. C'est trop stylé. Ça y est, j'ai tué ça à ma gueule. I'm coming back for my money, yeah. In my pockets fat, real chubby, yes. You just a joke, real funny. Another certified hit. You talk shit but don't confront me.